Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Et c'est la nature que l'on évoque aujourd'hui, ces écosystèmes qui nous offrent des services vitaux, comme capter le CO2, produire de l'oxygène ou encore des terres fertiles qui nous assurent une alimentation nutritive. Or, la nature est mise à rude épreuve. La biodiversité est largement en danger. On estime par exemple que 80% des sites de milieux humides ont perdu de leur superficie en 10 ans à cause de l'urbanisation, des infrastructures de transport, des prélèvements d'eau. Autre signe de la dégradation des milieux, 66% des oiseaux propres aux milieux agricoles ont disparu depuis 1989. D'où cet objectif de la stratégie nationale biodiversité qui devrait être adoptée en cette fin d'année 2023, stopper puis inverser l'effondrement du vivant en une décennie. Vaste ambition, forcément complexe, et qui valait bien qu'on y consacre un épisode de Cap sur la transition. Avec cette question donc, peut-on réparer la nature ? C'est un aspect moins connu que le volet protection de la biodiversité. Réparer, ça signifie restaurer, régénérer et parfois remettre de la nature où il n'y en a plus ou l'améliorer là où elle ne fonctionne plus d'elle-même, par exemple dans les grands champs de monoculture où les produits phytosanitaires sont nécessaires tant les sols se sont appauvris. Quels sont les enjeux et les objectifs ? Comment faudrait-il s'y prendre pour réparer la nature ? Celle qui nous éclaire aujourd'hui, c'est Agnès Allossery, directrice du programme Biodiversité à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Agnès Allossery. Bonjour. Une précision peut-être pour commencer, il existe un objectif précis fixé au niveau mondial puis au niveau de l'Union européenne de réparation de la nature. Oui, tout à fait. Alors, c'est un jeu de taquin, en fait, entre cet échelon international, l'échelon européen. Maintenant, on a l'échelon français avec la stratégie nationale pour la biodiversité qui est en train de se mettre en place. Et ils s'enchaînent entre eux et ils doivent se répondre. Donc, au niveau international, on a la Convention sur la diversité biologique. C'est une convention signée par les Nations Unies, par les membres des Nations Unies, au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. C'est la sœur de la Convention climat, qu'on connaît un petit peu plus, et d'une autre convention qu'on connaît un petit peu moins, qui est la Convention sur la dégradation des terres et la lutte contre la désertification. Et on est complètement sur un enjeu transverse quand on parle de restauration, en fait, parce que ça a vraiment trait à ces trois conventions. Mais aujourd'hui, la convention qui s'est saisie de ce sujet, c'est la Convention sur la diversité biologique. Et en décembre dernier, lors de la COP Kunming-Montréal qui a eu lieu au Canada en décembre 2022, il y a eu l'adoption de l'objectif de restaurer 30% des écosystèmes dégradés à l'horizon 2030. L'Union européenne a sorti en 2021, juste avant, mais à cause de la Covid, tout était bousculé, mais l'Union européenne est alignée sur cet objectif. Sa stratégie pour la biodiversité dit restauration de 30% de nos écosystèmes dégradés. Et d'ailleurs, je signale au passage que le titre de cette stratégie s'appelle « Ramenons de la nature dans nos vies ». C'est un petit peu un résumé de ce qu'est la restauration. Okay. Et au niveau français, pareil, dans cette stratégie nationale de la biodiversité, qui est encore un projet, c'est en consultation en ce moment, mais on trouve des objectifs de restauration qui, là, sont déjà plus applicables à nos écosystèmes. Il y a des objectifs sur les zones humides, sur les milieux agricoles, sur la forêt, sur la ville. Essayons de définir un peu plus précisément de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on appelle un écosystème dégradé finalement ? C'est un écosystème qui ne fonctionne pas de lui-même. Donc c'est un déséquilibre qui a été créé parce que des espèces ont disparu, végétales ou animales. On parle souvent de la pollinisation. Donc les pollinisateurs sauvages, ce sont tous ces insectes essentiellement qui vont aller de fleur en fleur et faire en sorte que les pollens se répandent et les fleurs se reproduisent. Il y a un effondrement à cause des pesticides, ça veut dire qu'en fait, il y a un effondrement de l'écosystème agricole qui est concerné. Il y a des écosystèmes qui ne fonctionnent pas au niveau des sols aussi. En fait, toute la macrofaune, les vers de terre, etc. et même tous les champignons, les bactéries qui font partie du sol, s'ils s'appauvrissent, de la même manière, les écosystèmes du sol ne fonctionnent pas dans le cycle des nutriments et ne donnent plus la nourriture nécessaire aux plantes. Donc, on doit venir avec des engrais. Il y a différents degrés de dégradation, différents niveaux. Oui, tout à fait. Encore une fois, je prends l'écosystème agricole, mais on peut se dire, soit on a une forêt
Ancestrale, naturelle. Alors en France, on n'en a plus beaucoup, mais par exemple, en Pologne, il y a la réserve de Biélowieża. merci pour la prononciation, qui est souvent citée en exemple. Bon, bah, ça, c'est un écosystème, naturel, vraiment naturel. Après, on va peut-être le dégrader un petit peu en faisant quelques activités d'exploitation forestière sélective et cetera. Mais ça fonctionne encore grosso modo et puis après on va faire des coupes rases, des coupes à blanc. Bon, bah, là, on est dans un écosystème très dégradé donc il y Mmh. a différents degrés de dégradation et tout l'enjeu lorsqu'on fait des opérations de restauration, c'est de savoir, vers quel niveau on veut revenir. Et pourtant, tout le monde n'est pas d'accord sur la stratégie à adopter. Il y a vraiment, des débats, assez vifs. Oui, alors les débats vont porter sur plusieurs choses. Déjà sur les moyens dont on va faire cette restauration. Il y a des acteurs qui sont partie prenante de une approche de régénération naturelle. Donc en fait, on va laisser faire la nature. Si on la laisse tranquille, la nature, elle revient d'elle-même. Mmh. Pour reprendre l'exemple des coupes rases de la forêt, bon bah si après une coupe rase, on touche plus à rien, il y a des essences d'arbres quand même qui vont revenir, des graines qui vont pousser, et puis les jeux de croissance, d'ombre vont faire que on va avoir une forêt avec un certain profil. C'est long, mais ça marche. C'est très long, mais ça Ouais. marche et je vous expliquerai pourquoi certains pensent que c'est plus intéressant, que l'autre approche qui est interventionniste. On va se dire: «Bon, ben, avant, j'avais tel type de forêt, je veux protéger telle espèce animale, emblématique de ces forêts-là qui a besoin de telles essences, donc je vais planter, je vais réintroduire des espèces que je vais prendre à tel autre endroit en France ou en Europe et je vais créer tout ça», donc c'est un petit peu plus de l'ingénierie Mmh. écologique comme on l'appelle et selon les temporalités que l'on vise, selon les finalités aussi de l'écosystème qu'on va avoir derrière, eh ben, on peut être tenant de telle ou telle approche. Un petit mot sur la régénération naturelle, elle est souvent plébiscitée dans la perspective d'une meilleure adaptation au changement climatique. Parce qu'en fait, si on prend un écosystème en l'état actuel, si on part sur le milieu marin par exemple pour changer un petit peu, eh bien, on se dit que si on se dit: «OK, je vais remettre telle espèce de poisson à cet endroit-là parce qu'elle a disparu, telle espèce, d'algue, sur le fond marin» et cetera. Qui sait si en fait le réchauffement des températures fera que dans 10 ans, toutes ces espèces-là seront parties ou seront dépérissantes. Mmh. La régénération naturelle, étant donné que ne s'installe que ce qui est adapté aux conditions et qui va évoluer progressivement avec l'évolution du changement climatique, ça devrait être un petit peu mieux adapté. Mais il y a des travaux là-dessus, c'est pas la vérité absolue non plus. On peut penser qu'il faut un peu des 2. Voilà, exactement. Ça va vraiment dépendre de Mmh. de ce qu'on veut faire. Il y a des écosystèmes qu'on doit restaurer, mais qui sont utilisés. On a parlé des milieux agricoles, on a parlé des forêts. Elles sont exploitées. Il y a des endroits où on va peut-être, restaurer une forêt à la place d'un champ. Bon, bah, là, on n'aura plus de fonction productive, Mmh. agricole. Il y a des endroits où on veut restaurer un écosystème agricole qui est défaillant, peut-être parce qu'on n'a plus cette pollinisation, par exemple. Mais il va falloir quand même, avoir des rendements qui se poursuivent et donc en fait, il va peut-être falloir être un petit peu plus interventionniste. Mais du coup, il faut avoir une idée assez précise de l'état des lieux, d'où on part. Oui et ça, c'est clairement ce qui va être, la grande priorité pour la mise en œuvre de toutes ces politiques, dont on a parlé au début. Donc au niveau de la stratégie nationale sur la biodiversité, il y a la préparation d'un plan national de restauration qui va devoir être fait. En l'état, le ministère de la Transition écologique se donne 2 ans pour le faire et c'est clair que ça va prendre un certain temps, non seulement de cartographier les écosystèmes français. Aujourd'hui, on n'a pas une vision complètement parfaite de où sont nos écosystèmes, quels écosystèmes on a. Ensuite, il faut évaluer leur niveau de dégradation et ça, bah, ça va être un autre défi, scientifique et ensuite, il va falloir choisir à quel endroit on restaure et qu'est-ce qu'on met à la place et ça va aussi prendre beaucoup de temps. Alors, reprenons les choses concrètement. Le projet de loi, pour la restauration de la nature censé transcrire dans le droit communautaire, l'accord de Montréal, pour sur la biodiversité dont vous parliez, ce projet de loi a finalement été adopté mi-juillet par le Parlement européen, mais il l'a été après une bataille, farouche et dans une version, minimale. Une partie des députés plaidant pour qu'une pause soit faite dans la concrétisation du pacte vert, le Green Deal, sont plutôt les conservateurs qui mettent dans la balance les impératifs de production économique, industrielle, agricole ou forestière en Europe. À tous les niveaux, il existe finalement des résistances face aux options qui sont sur la table pour réparer la nature et face aux choix qui doivent être faits. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça nous interroge sur, nos pratiques actuelles. Alors aussi bien pour des producteurs comme et un agriculteur ou un sylviculteur, que nous aussi en tant que citoyens et que consommateurs. On a parlé un petit peu de la restauration en ville. On peut se dire que tout le monde, semble favorable à l'idée d'avoir plus de nature en ville, ça améliore le cadre de vie. Mais en fait, ça peut aussi nous poser, des problèmes à court terme. Par exemple,
Les zones humides en ville, c'est quelque chose qui est bien mis en avant pour pouvoir un petit peu lutter contre aussi bien les inondations que contre les effets de chaleur urbain Mmh. lorsqu'on a des canicules. Et pourtant, si on remet des écosystèmes humides en ville, eh ben, on va avoir par exemple des retours de moustiques. Est-ce que en tant qu'habitant des villes, on a envie d'avoir des moustiques chez soi? Bah, Mmh. pas forcément. Donc Alors ça, c'est le phénomène de «pas chez moi». voilà, Mmh. exactement, on veut pas que ce soit là. Après, si on a un écosystème parfaitement restauré, il y a des chauves-souris, il y a des oiseaux qui viennent manger les moustiques. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut pas complètement gérer. Ouais. L'agriculteur, chez qui on fait de la restauration de zones humides, eh ben, il perd de la surface, donc il perd potentiellement du rendement et de l'argent. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont, oui, je veux bien, mais faut pas que ça m'affecte. Mmh. Mais je veux quand même tirer les bénéfices de la Mmh. restauration. C'est là qu'on a le paradoxe. L'autre problème, c'est que donc la restauration de la nature, c'est vu comme une politique de gens qui veulent favoriser la biodiversité, alors qu'en fait, ça va toucher des secteurs économiques et que ça doit être mené par des acteurs qui n'ont pas la biodiversité au centre de leurs Mmh. priorités. Mmh. Pour reparler de la restauration des milieux marins, au niveau des pêches, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que c'est important de pouvoir garder des espaces de nature et de les laisser se restaurer, ne serait-ce que pour la restauration des stocks de poissons dont dépend l'économie de la pêche. Bah oui, mais ça, en fait, ça peut aussi avoir des conséquences économiques sur l'approvisionnement continu en poissons qu'on a et sur la résilience économique de certains pêcheurs. Donc, ça pose beaucoup de questions auxquelles on n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui à répondre parce qu'on n'a pas identifié exactement qui va porter les coûts de cette restauration et qui va en bénéficier et qui Ouais. va devoir donc rétablir un peu cet équilibre. Quels sont les enjeux d'une restauration active de la nature, des écosystèmes? La première chose, c'est que ça coûte très cher et on n'est pas sûr des résultats. Donc vous allez me dire, Mmh. drôle de pari, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est indispensable puisqu'on a une dégradation de nos services écosystémiques, donc aussi bien pour avoir une alimentation saine qu'un cadre de vie, agréable en ville face à la chaleur ou d'autres choses. Donc on sait qu'on doit restaurer. Seulement pour chaque euro qu'on investit, bah, c'est un pari. Sur, les plantations d'arbres, il y a des chiffres de certaines études, alors là que moi j'avais plutôt vu en Asie, mais avec des taux de perte, de mort des arbres Mmh. au bout d'1 an de plantation, il y avait 18. Au bout de 5 ans, il y avait 44 des arbres plantés qui étaient morts. Et pourtant, vous avez investi beaucoup d'argent dans les Mmh. plants, dans l'entretien, dans le suivi de tout ça. Donc il faut qu'on ait déjà une vision qui soit beaucoup plus axée sur les résultats, une obligation de résultat plutôt qu'une obligation de moyens. Dire qu'on va planter 1 milliard d'arbres, c'est joli, mais s'ils sont tous dépérissants dans 2 3 ans, Mmh. on n'aura pas restauré, la forêt. Puis il y a un enjeu d'acceptation sociale aussi? Oui, bah, on en a un petit peu parlé avec Ouais. l'exemple des moustiques, mais c'est, quand on arrive pour dire, «Bon, bah, maintenant ici on va, restaurer, tel espace», ça peut aussi impliquer des changements d'usage, de où vous vous baladez, de est-ce que, vous pouvez, faire de la chasse aux papillons ou de la cueillette de champignons ou des choses comme ça. Ça va impacter vos pratiques et ça peut aussi modifier, des paysages. Ça peut être de dire, «Bah, là on va laisser repousser de la forêt à un endroit où, il n'y en avait plus parce Mmh. qu'on avait fait de la conversion agricole et qu'on aime bien ces alternances de paysages avec des arbres, avec des plus grands espaces. Donc il y a une forte composante sociale et il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur cette dimension-là aujourd'hui aussi, l'acceptation sociale de la restauration. Il y a un enjeu positif aussi, c'est que ça crée une dynamique. Oui, bah, sur les promesses d'emploi que peut apporter la transition écologique, il y a beaucoup de métiers qui peuvent se développer autour de la restauration, puisque comme on l'a dit, en fait, il faut vraiment devenir connaisseur des écosystèmes et quand on est dans une approche interventionniste, il faut pas mal intervenir, surtout au début de la restauration. Donc, ça peut créer de l'emploi. Ça peut aussi créer des débats au sein des territoires où il va y avoir de la restauration pour dire bah, finalement, quelle nature voulez-vous chez vous? Dans quel cadre de vie voulez-vous habiter et à quel point êtes-vous prêt à changer vos pratiques Mmh. pour avoir cette nature? Quelle est la feuille de route de la France aujourd'hui, face à ces enjeux? Alors, vous en avez mentionné, quelques-uns. Donc il y a le règlement européen sur la restauration de la nature. La France est impliquée dans les négociations qui doivent aboutir, d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est, ce qu'espèrent, les collègues, au niveau européen. D'ici fin 2023 donc? Voilà. Et au niveau français, la stratégie nationale sur la biodiversité, ben, elle est en cours d'élaboration, Mmh. au cours de cet été, cet automne 2023, avec aussi pour, objectif de l'adopter avant la fin de l'année. L'urgence, c'est de faire un état des lieux. Oui, c'est, cette carte des Ouais. écosystèmes français et des écosystèmes dégradés, on l'a pas. Donc ça devrait être une des premières mesures de ce plan national de restauration. L'enjeu, c'est que à l'heure actuelle, il est prévu 2 ans pour ce plan de national de restauration. Il doit être élaboré entre 2024 et 2026. Ça me semble pas
complètement irraisonné étant donné le nombre d'acteurs qu'il faut mettre autour de la table, des décisions qu'il va falloir prendre. Mais si on le finit en 2026, ça veut dire qu'il reste 4 ans pour faire 30% de restauration à l'horizon 2030. Ça Et serait ça, assez c'est serré. plus compliqué. Qui va être chargé de mettre en œuvre ces décisions? Alors, les collectivités auront un rôle clé à jouer. Je pense qu'à ce stade-là, ce que je vous dis, c'est ce qui devrait être fait, mais pas ce qui va être dans le plan national de restauration. Mais les collectivités, étant donné qu'elles ont leur ancrage territorial, ça va être fondamental. Alors, il y a le fonds vert qui est un outil aujourd'hui pour financer la transition écologique dans les communes, dans les collectivités, et qui pourrait jouer un rôle important, mais encore faut-il que les communes puissent s'en saisir. Il y a les agences régionales de biodiversité qui ont un rôle assez important. En fait, on a besoin de tout ce maillage territorial puisque, comme vous l'avez compris, ça va vraiment se jouer au niveau des territoires. Ils n'ont pas tous les mêmes écosystèmes, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de dégradation et ils n'ont pas tous les mêmes enjeux à décider de qui veut restaurer quoi à quel endroit. Et est-ce qu'il y aura quelqu'un pour contrôler que c'est bien fait? Alors là, pareil, je peux vous dire ce qui serait idéal, mais dans tous les cas, au niveau européen, on aura à rendre des comptes. C'est un règlement, donc en fait, la France devra dire comment elle a mis en œuvre ce règlement et si elle ne le fait pas comme il faut, elle peut avoir des comptes à rendre auprès de la Cour européenne de justice. Au niveau de la Convention sur la diversité biologique, pareil, la France va devoir faire des rapports. Est-ce qu'elle a bien restauré 30% de ces écosystèmes dégradés? Là, en revanche, il n'y a pas de processus coercitif. C'est plutôt, on est un petit peu le mauvais élève de la classe si on ne rend pas sa copie. Donc, il y aura besoin de contrôle. L'Office français de la biodiversité est en très bonne place pour faire ce genre de contrôle. Après, il y a les services ministériels au ministère de l'écologie qui compilent aussi les informations, etc. Vaste programme dans un avenir immédiat donc pour réparer la nature, la restaurer, ce qui ne doit pas occulter un autre enjeu qui est la préservation de l'existant, évidemment, il ne faut pas oublier. Oui, voilà, ce qui est important, c'est de se rappeler aussi la séquence éviter, réduire, compenser. C'est un principe qui a été instauré dans le droit français avec la loi 2016 pour la reconquête de la biodiversité. On est Éviter aussi dans la les impacts restauration. sur la nature. Oui, c'est ça. Restaurer, c'est parce qu'on est déjà allé trop loin. On a passé le seuil qu'il ne fallait pas franchir. Et on en est arrivé à devoir faire ces opérations dont on vient de voir à quel point elles sont complexes. Donc, éviter la dégradation sur ce qui fonctionne encore et ce qui est encore en bon état, ça reste la priorité absolue. Merci beaucoup Agnès Allossery. Je rappelle que vous dirigez le programme Biodiversité à l'IDRI. Merci, à bientôt. Merci. C'est la fin de ce coup de projecteur sur la nécessaire restauration de la nature. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ainsi que sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn et Twitter de l'Institut. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.